reconnaissons qu'il y a eu des failles qui ont émaillé qui ont encadré, alors entouré la présence de ces soldats sur le sol malien. Sauf que, patatras, mardi, nous avons dans ce communiqué où on a un ton quand même qui se veut un peu plus dur vis-à-vis de Bamako, parlant même d'une prise d'otage. Et là, on veut savoir à quoi jouerait finalement Abidjan. Votre question est profonde. Ceux qui m'ont précédé ont dédayé le chemin avec une maestra qui m'oblige, qui nous oblige à creuser. Maître Momo a dit des choses. Peut-être lui me parle comme ça, mais il parle à la légère, ce qu'il a dit. Je sais qu'il me prend pas à la légère. Maître Momo a demandé, ça a commencé comment? Pourquoi on croit qu'on peut négocier avec Ouattara? C'est la question qu'il a posée. Parce qu'il y a un certain fort Yadema qui fait croire qu'il peut faire des médiations avec Ouattara. Thabo Mbeki jusqu'à aujourd'hui regrette toute sa vie. Il est tourmenté parce qu'il dit il a entraîné Babo au nom de la communauté internationale, c'est-à-dire la pègre internationale. La pègre internationale, qu'on l'a amené à croire que cet homme a une parole. Tout ce que Ouattara dit à Thabo Mbeki, il n'a rien respecté. Mbeki est vivant. Quand vous parlez de Ouattara, on lui vous dit que c'est une ordure. C'est que Mbeki emploie comme moi. Hein. Tapez Internet, vous allez voir. C'est les mots que Thabo Mbeki emploie. Il dit qu'il n'a pas encore vu un homme comme ça, que c'est une ordure. Ce sont les mots que Thabo Mbeki emploie. Parce que Thabo Mbeki a cru un seul instant que c'est quelqu'un avec qui on peut faire une discussion et parler avec lui. Ses amis des réseaux, les nanas à Koudola, au Ghana, et les fois, elles me font croire que M. Ouattara peut accepter une médiation. C'est-à-dire que c'est un homme normal, on peut faire une médiation. Alors que tout ça rentre dans une tactique très éprouvée de ce système souvent pour entraîner les patriotes dans des labyrinthes qui finissent par leur mort. J'espère qu'on me comprend que c'est un détail. Le régime Bamako a voulu faire plaisir à Fort. Parce que Fort Yadema, depuis entre guillemets la crise avec la CEDEAO, a donné l'impression, s'est présenté comme quelqu'un qui, bon, il s'est démarqué des sanctions, il a dit, il faut négocier. Ok. Et on a fait un geste humanitaire. On a libéré les 3 dames. Voilà les conséquences. Vous voyez ce que M. Ouattara en fait. Actuellement, il s'en fout de Fort Yadema. Il n'est pas lié par ça. Lui, il est ailleurs. Maintenant, la question de savoir, dans cette séquence, Fort Yadema lui-même joue quel rôle? Il croit sa médiation, ou bien il est dans un rôle pour préparer le terrain vers une dynamique que moi je vais vous expliquer, je vais vous évoquer ça. Parce qu'à l'état actuel, président, est-ce que la médiation de Fort a encore toute sa place, puisque on va y arriver tout à l'heure, le président M. Ouattara voudrait, en tout cas il a saisi l'instance sous-régionale. Est-ce que quand on voit l'instance sous-régionale, on est encore lié avec, on est encore lié à la médiation qui avait pourtant posé les jalons peut-être de la résolution pacifique à ce différend-là? Elle demandait à Fort également. Elle demandait à Fort. Mbeki a subi ça, c'est de vous parler. Mbeki a subi ça. Et à l'époque, Mbeki n'était pas n'importe qui, c'était comme le président sud-africain. Et on nous disait, à l'époque, la République sud-africaine, mais quand même, ça pesait quelque chose à l'époque. Si on a fait ça à Mbeki, qui est Fort et Yadema, donc je ne vais pas revenir sur les conditions d'accès au pouvoir, et qu'il faut qu'on le tienne par la barbiche dans le milieu de la pègre internationale. M. Ouattara a liquidé Fort Yadema. Il a liquidé, carrément. Moi, je ne suis pas là pour défendre Fort Yadema. Allez lui demander ce que signifie sa médiation. Donc, actuellement, là, maintenant que Fort a commencé quelque chose, maintenant, on amène à la CEDEAO. Et il va vous expliquer les implications, ce que ça signifie sur le plan juridique. On veut remplacer la juridiction marienne par la juridiction communautaire.
qu'on respecte quand ça les arrange, évidemment. Nous connaissons ce que ça veut dire. Ils respectent la juridiction communautaire quand ça les arrange. Ils n'ont que faire de ça. Cette même juridiction a rendu d'ailleurs sa décision sur le cas des comptes maliens bloqués au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, personne mais est-ce que la n'a pas jusqu'à ce jour, président? Mais la CEDEAO, c'est une organisation juridico-politique qui masque les crimes de l'Occident en Afrique. C'est ça son rôle. Pourquoi je rappelle ce que je suis en train de vous dire? On m'a dit quelque chose tout à l'heure. Je pense qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Nous avons un problème en Afrique. Et tant qu'on ne peut pas régler ça, on ne se laisse pas bouger. On ne normalise pas le crime. On ne banalise pas l'abjection. C'est vrai en politique, c'est vrai dans la vie. Il y a des choses que quand vous laissez faire, vous ne rattraperez plus jamais. Dans un continent sérieux, on sait où on va. L'État africain ne devait jamais accepter le régime de Ouattara au pouvoir en Afrique. Allez dire que nous sommes des rêveurs, bien un table corps. Allez dire. On n'accepte pas n'importe quoi dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut banaliser? On veut nous amener à accepter que non, c'est un régime politique normal, c'est dirigé par un grand président qu'il faut supporter. Vraiment, on ne l'aime pas trop, on exagère. C'est un type, il a les bonnes intentions. Mais comment ce monsieur arrive au pouvoir? Qui est-il? Qui est-il? Dès que vous êtes dans votre maison, nous sommes les parents ici. Dès que tu as un fils ou une fille à la maison, tu la tolères certaines choses. Tu laisses faire certaines choses. Tu as perdu l'autorité dans ta maison. C'est que c'est le principe. L'accession de M. Ouattara au pouvoir est inacceptable. Et si vous avez accepté ça, vous vous attendez à quoi? Je vais vous expliquer le mot abjection. Moi, j'ai l'habitude de dire, moi, je me suis jamais dédié dans ce monsieur-là. C'est le régime de l'abjection. L'abjection veut dire ceci en français. Dernier degré de l'abaissement, de la dégradation morale, ignominie. C'est le régime par excellence de l'abjection dans tout ce qu'il a. Et qui l'ont placé? C'est les parents de l'abjection au niveau international, la communauté internationale de l'abjection. L'empire, merci maître, l'empire de l'abjection. Ouattara est le fils de l'empire de l'abjection. Quand il pose des actes, et c'est là on va revenir sur les éléments de langage, on fait comme si c'est un dossier ivoirien, malien, Côte d'Ivoire. Même si le régime de Bamako dit que c'est une affaire bilatérale, ils doivent dire ça, ils sont dans la diplomatie. Mais c'est une affaire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Sinon, sur quelle base M. Ouattara veut rebondir pour oser dire que maintenant, ce sont des otages, alors qu'il y a l'État à genoux? Est-ce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé? Même l'ONU l'a désavoué, il était en République sud-africaine, en visite en Afrique du Sud. Il a fait sa bêtise, il a dit que maintenant, cette affaire regarde l'ONU. Est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ça. Il avait dit, hein? Il a venu dire que cette affaire-là regarde l'ONU. L'ONU a réagi immédiatement pour le désavouer. Il a été désavoué partout. Nous savons que quand cette affaire commence, c'est Choguel Maguette qui nous dit ça, à Mondovision. Ils étaient contactés par les autorités maliennes. Ils ont dit eux-mêmes ont dit qu'on ne connaît pas les gars là. Vous avez oublié ça? Tout ça est référencé. Hein? Tout ça est référencé et documenté. Ça dit que l'État malien a saisi l'État ivoirien. Dès le début, ils ont attendu pour les carabines. Ils ont dit que non, les gars là, on ne les connaît pas. Vous voulez qu'on commente sur le fait qu'un menteur ment? Donc vous voulez qu'on commente qu'on dépasse les mensonges d'un menteur? Un bandit, quand dans un quartier vous arrêtez un bandit, maintenant le sac, il commence à vous dire que je ne suis pas un voleur. Je n'ai rien fait. Il commence à vous narguer. Ça veut dire qu'il s'est quoi comme. Quand on est l'amener devant là, on va le faire rentrer au quartier. Nous on vit ça au quartier. On a vécu ça dans le quartier. Tu as été un bandit, tu dis que ok. Il dit que je ne suis pas un voleur, vous allez voir. Tu vas voir le commissariat, avant d'arriver au quartier, il est là chez lui. Et il t'attend. Tu es obligé de venir négocier avec lui pour dormir en paix. Parce qu'il va te faire payer. Vous rien, hein? C'est la logique de M. Ouattara. Qu'est-ce que vous croyez? Il sait que le monde est dirigé par un gang de bandits
qu'on appelle communauté internationale, dirigée par Joe Biden, les États-Unis, la France, l'Union européenne, l'Angleterre, un conglomérat de bandits de haut niveau qui tuent, qui brûlent partout. Il sait. Et que depuis des siècles, on ne fait rien. Mais Guillaume Soro, qui aujourd'hui a appris entre que l'exil, et puis il vous a dit ici, tu étais encore ici, que lui, il n'est pas dans le camp des losers. Quand en politique, il fait dans le camp des gars. C'est maintenant qu'il est en train d'apprendre que le camp n'est pas trop gagnant. Ou bien qu'on peut être à l'intérieur de venir et aller en exil comme il est en train de vivre là. Il disait ça ici. C'est la philosophie que l'Occident, la paix internationale est tellement puissante qu'elle a toujours raison. Donc, alors il te répond, tu demandes alors. Donc, on peut transformer un fait que tout le monde voit. Une agression, un coup d'État contre un pays, des mercenaires envoyés pour renverser un régime, on peut décréter qu'à partir d'aujourd'hui, ce sont les otages qu'on a pris. C'est tout. Et là, ça change tout, président. Mais je vais te expliquer la logique du Ouattara. Mais c'est là où on est en train de partir. Et à partir du moment où on décrète ça, tu as raison de dire, ça change tout. Et c'est là où les gens doivent faire attention. Peut-être vous ne connaissez pas la manière de cette affaire. Ouattara joue son fadou. On voit dans cette affaire. Moi, je vais vous dire pourquoi. Les gens s'amusent. Dans cette affaire, tout le monde est mouillé. L'ONU est la première à être mouillée. Ne soyez pas les naïfs. J'espère que vous n'êtes pas naïfs. Cette affaire de soutien, éléments de soutien nationaux, c'est une mafia mondiale dans laquelle les milliards de francs de dollars sont détournés. Et on se partage ça dans les réseaux qui remontent jusqu'au secrétaire général de l'ONU. Je vous le dis, hein. C'est une mafia. L'ONU est au courant de cette affaire depuis. Ils savent. Ça fonctionne comme ça. Ils savent. Mais ils n'assument pas légalement. Pourquoi? Parce que dans la division du travail, les nègres sont les nègres. Les blancs sont les blancs. Quand ça va chauffer, s'organiser de manière telle que quand ça chauffe, qui est-ce qu'on voit? On vous a sorti l'entreprise là. C'est un nom là, ça s'appelle quoi? Vous vous souvenez? C'est un nom bizarre, la service quoi là. On a même sorti les actionnaires. Les frères de Ouattara et de Macky Sall. Est-ce par hasard que ça sort maintenant? Mais on ne vous dit pas que c'est un truc qui est parrainé par l'ONU. On ne vous dit pas ça. Parce que dans le principe, on ne doit jamais salir les Occidentaux. Non, non. Les nègres doivent payer. Je ne suis pas là pour pleurer sur Macky Sall. Non, 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 je m'en fous de ce monsieur. Il vit sa vie. C'est son monde. Mais quand il faut liquider les choses, le blanc, l'ONU s'est dégagé très vite. La municipalité s'est dégagée. Les Allemands se sont dégagés très vite. Mais ils étaient dans l'affaire. Quand on vous dit qu'on paye un soldat, peut-être on paye un soldat 15 millions et que le soldat reçoit 500 000, ça vous dit quoi? C'est une mafia, monsieur. C'est d'abord une mafia d'abord, où des présidents et leurs familles sont mouillés. Et à partir de là, on les tient comme ça. Puisqu'à partir du moment où l'on n'assume pas ça légalement, c'est vous qu'on tient. Et ça chauffe, on vous lâche. Ouattara a été lâché par ces gens au départ. Ils l'ont lâché. En public. Mais en privé, on lui dit débrouille-toi. Et M. Ouattara, il sait se vendre. Dans le milieu, il dit que, ok, j'ai encore mes cartouches, donc. Ça me le dit. Vous me lâchez, n'est pas les Russes à deux pas. Regardez le contexte mondial, le contexte sous-régional. Ouvrez les yeux vous-même. Ouvrez les yeux. Vous voyez que les Occidentaux peuvent accepter aujourd'hui que Ouattara tombe par leur volonté. Tant qu'ils ne sont pas sûrs que s'ils tombent, c'est un de leurs qui va continuer. Les Russes sont à deux pas. Mais regardez les enjeux. Ouattara est en train de se vendre sans même parler. Il dit ça, il dit ok, on va voir. C'est-à-dire qu'il ne dit même pas, il ne tape même pas son corps. Le gars analyse les intérêts que l'on place au pouvoir. Il sait très bien que vous ne pouvez me lâcher en public, vous ne pouvez pas me lâcher. Parce que ici, vous avez besoin de moi. Si vous me lâchez ici, les colonels prennent tout le Sahel. Vous avez besoin de moi. Il le sait. Comment il fait pour son troisième mandat? C'est la même chose. Il faut faire des analyses, c'est-à-dire qu'il soit à la hauteur des enjeux. Et sinon, vous allez comprendre pourquoi il y a ce retournement, pourquoi maintenant il a liquidé Fort, parce qu'il voulait piéger. C'était un piège. C'est-à-dire qu'à partir du moment, Fort vient de dire que bon, c'est une affaire diplomatique. Quand on dit diplomatique, c'est que deux États s'asseyent, ils négocient. Mais c'est normal que le régime de Mali dise que, mais ok, d'accord, je suis prêt à comprendre, pas de problème. Mais tu peux continuer à recevoir chez toi des assassins qui ont tué un journaliste et des gens qui ont volé l'argent du pays, qui sont chez toi et qui en plus, à partir de ton pays, organisent... Lorsqu'on crée son entreprise, il faut faire face à une multitude de tâches telles que la gestion commerciale, la comptabilité... Ils sont chez toi et qui en plus, à partir de ton pays, organisent la déstabilisation du Mali.
c'est ce que Ouattara a passé son temps à faire. Chaque fois, les mandats d'arrêt internationaux, arrêter Lida Kouassi, c'est pas son travail. Mais pourquoi quand c'est lui, c'est normal, et quand c'est pas lui, c'est pas normal? C'est le travail de Ouattara. Blé Goudé, Lida Kouassi, même dans le mélo. Juste ici au Cameroun, il a poursuivi ici au Cameroun. Tu te souviens, mec? C'est la base de quoi? C'est que le Mali demande l'accès, c'est que Ouattara passe son temps à demander. Mais dans sa tête, comme il est Dieu, il est l'enfant chéri des tout-puissants du monde. Lui, il a des droits. Et que bon, ne l'imitez pas parce qu'il vous dépasse tous. Il vous dépasse. De chasse, on l'a autorisé à tuer parce qu'il est l'enfant chéri de la communauté internationale. Et comme tous les présidents africains sont les lèche-potes de la communauté internationale, Ouattara lève des prises pour ça. C'est ça. Ce qui se passe. Il dit que dans ça, il est plus grand que vous. C'est tout. C'est ça. Que j'ai le permis que vous n'avez pas. Mais clair, c'est moi, Ouattara. C'est avec moi qu'on a commencé à recoloniser le continent, donc je vous dépasse à la fesse. Propre. C'est pour ça qu'il méprise Assimi Goïta. Propre. Donc, allez savoir, il est méprisé, il est regardé de haut. Mais attends, quand il transforme les faits, c'est un mépris. Mais comment? C'est clair. Et il vous dit, donc c'est ça qui te donne. Cette transformation, ça veut dire deux ou trois choses. Il y a des indications qui vous montrent qu'on va quelque part. Un, il décide d'amener l'affaire à la CEDEAO. Il va impliquer la CEDEAO. Oui. De se prononcer. Bon, de moi et vous, là, en l'état, la CEDEAO va dire quoi? Ils vont rejeter Ouattara. Non, d'Assimi Goïta. Jamais. Il y a des signes qui parlent. Si c'est ce que j'ai appris est vrai, ça a vérifié. Le président du Niger a fait une sortie pour dire que cette affaire-là, il faut qu'on règle ça très vite. Qu'Assimi Goïta, il faut régler ça. Déjà, le comportement, c'est inacceptable. Si c'est vrai, pourquoi Buhari parle comme ça? Et Buhari, c'est un poids lourd. Et ça, c'est vrai, c'est une évolution de Buhari. Il y a quelques mois, il n'était pas sa position. C'est ce dossier malien. Il a évolué. Il a le plus gros contingent de l'Europe. Pourquoi il évolue? Un, on implique. Deux, depuis on parle, vous parlez que vous ne l'entendez pas. Vous n'avez pas entendu le Tintin qui est à Guinée-Bissau là? Il dit un Tintin. Mbalo Sissoko. Tu l'appelles qui? Mbalo Sissoko. On va dire président aussi. Nous aussi on l'appelle celui-là président. Ok, d'accord, on est président. Ok. Quand tu es président, ne touche pas. Tu es Dieu. C'est ça. Et on n'a pas commencé à dire qu'il faut une force anti-putsch. Vous n'avez pas dit ça depuis devant vous? Bien sûr. Une force anti-putsch. C'est Fanga. Hein? Vous êtes naïf? C'est une armée contre le Mali qu'on est en train de fabriquer devant vous. C'est tout. On dit anti-putsch. C'est tout. C'est pour la façade. Oui. Anti-putsch. Mais il n'y a pas longtemps, quand on vous a dit qu'on va aller tenir un sommet de la CEDEAO. À Washington. Bon, tout ça, vous croyez que c'est le jeu? Non. Vous croyez que c'est le jeu, on n'a rien à faire? Préparer une force internationale qui va venir exécuter la décision de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que dans les stratégies, et je dis, il y a quelques temps, les Américains ont demandé à leurs ressortissants de partir du Mali. Vous avez oublié ça? C'est ça. Les Américains ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Mali. Les deux soldats français qui ont été interpellés, arrêtés, je crois, c'était vendredi du côté de Bamako, puis relâchés, disent qu'ils étaient là pour essayer de travailler comment, effectivement, chercher à tracer des couloirs humanitaires pour évacuer librement les ressortissants français. Je vous dis, nous savons, c'est pas aujourd'hui que le monde a commencé, ils font ça depuis. Et comme Simo dit, ils ne changent pas le moyen de s'asseoir. Est-ce que Simo dit? Oui. Qu'ils ne changent pas la façon de s'asseoir. Alors, donc, quand vous mettez tout ça ensemble, mais regardez le contexte mondial. Dans le monde, vous ne voyez pas les gens qui veulent la guerre. Quels sont les gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres comme l'Ukraine partout? Bien sûr. Qui veut ukrainiser le Sahel? Qui a intérêt à ukrainiser le Sahel? Vous voulez pas en train de voir que la profondeur par laquelle on peut centraliser le projet d'ukrainiser le Sahel, ce n'est pas les 3 frontières dans le Sahel. C'est ça. Et pas de mieux que de trouver une occasion de déclarer une guerre au Mali. C'est-à-dire, pour créer ce qu'on appelle un champ d'ukrainisation dans le Sahel, c'est important. Oui. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la géopolitique mondiale, il est important qu'on crée des pareils épicentres partout pour épuiser, n'est-ce pas, créer des champs qui permettent d'épuiser, n'est-ce pas, et donner de la profondeur à la bataille géopolitique de la puissance qui déroule au sommet entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Et les États-Unis, vous avez l'Occident. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, c'est ça qui justifie le comportement de Ouattara. Il dit que maintenant, ok, je transforme l'affaire-ci, désormais ce sont les otages. Or,
Tout le monde sait que ce sont des mercenaires. L'ONU l'a dit avant-hier que ce sont des mercenaires. Tout le monde dit que ce sont des mercenaires. Maintenant, il dit que ce sont les otages. En diplomatie, quand on dit qu'on a pris en otage les soldats d'un pays, on va dire ça veut dire non. Mais c'est vraiment le terrain. Mais oui. On parle de terrain pour gagner la guerre. Mais c'est tout. Pour les libérer. C'est peut-être la avant peut-être d'arriver à Arine Diabaté Mandeng, est-ce que dans ce cas-ci, il voudrait, Bamako, alors Abidjan voudrait un affrontement, préparer un affrontement direct avec Bamako? Non, vous êtes naïf un peu. Excusez-moi de vous dire ça, pardon. Je dis, c'est pas ça. Je ne voulais pas dire que vous êtes naïf, mais c'est pas ça. Quand, écoutez bien, à l'école aujourd'hui, pendant que les Ukrainiens sont en train de mourir comme des rats, parce qu'ils sont dirigés par un voyou, un criminel, qui se drogue à tout moment, à qui ça profite? Aux industries occidentales à Washington. À Washington. Et à des marchés financiers qui tiennent en partie l'Europe et qui veulent faire basculer l'Europe dans ce qu'on appelle la nouvelle économie. Elle préfère que les Européens meurent de froid, qu'il n'y ait pas de garde et tout et tout et tout. Ça vous dit rien? Attends, comment les dirigeants normaux peuvent crier? Elle dit que la souffrance dans le peuple. Ça vous dit rien? Ils font ça exprès. Parce qu'ils ont un agenda caché derrière. Ça roule pour ça. Dans le cas de cette guerre, à qui ça profitera encore? Mais ils veulent vous le dire, à Washington, parce que c'est eux qui profitent. Parce que quand il y a des guerres comme ça, vous vous épuisez, vous mourrez là. Mais c'est eux qui profitent, il faut avancer leurs agendas. Et comme moi je vous dis, ils veulent créer les conditions, l'Occident veut créer les conditions pour que, c'est-à-dire que transformer leur chute à un avantage. C'est-à-dire que, asseyons-nous et voyons entre nous les grands comment on peut se repartir le monde. Nous devons payer les pots, on s'en fout. On s'en fout. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Pendant qu'on se bat en Ukraine, qui profite? C'est ça. Vous avez tous les jours, Biden dit non, on ne veut pas une guerre nucléaire avec la Russie. Marché qu'on sort, c'est l'autre jour que Poutine a dit ok, je vous vois venir. Maintenant, celui qui traverse, je veux frapper chez vous. Oui. Il a été clair. Oui. Qui a intérêt à un déclenchement d'une guerre nucléaire dans le monde? Si Poutine dit je frappe chez vous si vous continuez, ça veut dire que je suis prêt à tout. Oui. Même engager une guerre nucléaire parce qu'il s'agit de l'existence de la Russie. C'est tout. Mais qui pousse derrière? Washington arme les Ukrainiens. Il y a des forces, en fait, ce sont les forces spéciales occidentales et américaines qui sont en Ukraine en train de vouloir faire de vouloir pousser à cette affaire. C'est la même chose qu'ils veulent faire ici. Ici. Alors une armée internationale qui va... Oui, qui va les conditions sont définies devant vous matin, midi, soir. Ça a commencé par la visite du voyou qu'on appelle secrétaire général de l'ONU. Un parfait voyou, un salaud. Je le dis, il est un salaud à mon vision. Rappelez-vous sur le Covid ce qu'il a dit sur l'Afrique. On connaît bien ces propos là. L'Afrique lui a fait quoi? Est-ce qu'on parle comme ça des gens qui sont membres de l'ONU? Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? Quand ça cheval de cœur, il a pris l'avion, il est venu ici, il a fait une tournée devant vous, il est parti du Sénégal, il est arrivé au Niger. Rappelez-vous, il a dit qu'il faut créer, il faut internationaliser l'armée du Niger. Il a dit qu'il appelait à qui? Pas à l'ONU de le faire. Une entité. Je fais signe, vous savez vous là-dessus. Tout à fait, président. Tout à fait. Il a appelé à ça. Nous avons créé pour dire que, mais comment les gens peuvent laisser faire des choses comme ça? C'est pas son rôle, c'est pas son travail de faire ça. Mais il a dit devant vous. Donc, l'idée d'une force internationale occidentale pour contrer la Russie dans le Sahel et défendre le Sahel par tous les moyens, quitte à créer une guerre extérieure dans le Sahel, cette idée marche devant vous depuis longtemps et c'est porté par l'ONU. Donc, le cinéma qu'ils ont fait en désavouant Ouattara devant vous, qu'on le désavoue, c'est pour tromper l'opinion publique. Pas derrière. C'est eux qui le portent comme ça pour dire que, monsieur, lance-toi. Nous sommes derrière toi, lance-toi. Et ça pousse donc l'abjection qui est en marche à Abidjan. Le fils de l'abjection mondiale a bombé le torse. Vous avez tout compris. Merci à vous, président. Afrique Média.